Cette conférence sociale avec un MEDEF en pleine transition entre Laurence Parisot et Pierre Gattaz, les positions sont désormais connues. Bernard Giroux, puisque vous êtes le fin analyste qu'on connaît du patronat français, est-ce qu'on peut dire que cette conférence sociale, et notamment ce grand dossier des retraites, marque, disons, un empan de divergence et de non-point de vue conciliable beaucoup plus grand que la conférence qui s'était ouverte sur la flexibilité? Incontestablement. Et parce que autant faire une conférence sociale tous les 6 mois, c'est extrêmement pertinent, donc la méthode doit être approuvée. Mais là, un peu, le gouvernement s'est tiré une balle dans le pied, parce que qu'est-ce qui reste de cette deuxième conférence sociale? L'emploi, bon, il y a le gouvernement continue à faire ses annonces, personne n'y croit. On se doute que si jamais il devait y avoir une petite inflexion du chiffre du chômage en début d'année prochaine, c'est parce qu'on fera une politique massive de contrats aidés. Donc ça, c'est un problème de crédibilité. La formation, c'est un sujet qui, depuis l'accord de 70 et la loi de Delors-Fontanet, est un sujet consensuel, ça ne mange pas de pain. Le vrai problème, c'est les retraites. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on ne comprend pas, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je ne comprends pas pourquoi on fait une telle erreur de refuser de décaler progressivement, parce qu'en plus, les positions du patronat sont quand même pas elles sont pas très énergiques, parce que c'est comme en 2040 qu'on programme 65 ans, alors que tous les pays européens l'ont programmé d'ores et déjà ou d'ici 10 ans. Et donc, le gouvernement s'obstine avec l'histoire de la durée d'affiliation. Mais comme tout le monde le sait, en moyenne, on a un contrat à durée indéterminée, généralement à 25 ans en France. 25 et 44, ça ne fait pas 65, ça fait 69. Donc en plus, ils ont, en termes de présentation, une ligne dure. Donc je comprends la très grande déception des protagonistes de ce sommet. Je trouve que le gouvernement s'est tiré une balle dans le pied dans cette histoire. Stéphanie Lecoq. Alors, effectivement, il en ressort quelque part une déception, un flop. En 2012, la conférence sociale avait son intérêt en ce sens que c'est l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Et donc, il veut créer une véritable synergie entre le gouvernement, en tout cas une tentative de synergie entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Ça va plutôt bien se passer. Le renouveau du dialogue social est au moins abordé clairement. Et va en ressortir des idées et une feuille de route concrète dans laquelle les partenaires sociaux vont pouvoir s'impliquer. L'ANI en est une révélation le 11 janvier de cette année. Et puis transformation en loi, donc ils reprennent un peu, chacun reprend son rôle. En 2013, chacun est un peu déçu. Effectivement, on aborde les questions clés de la retraite, de la formation et de l'emploi, mais on n'y dit pas grand-chose. La retraite, on vient de le dire. L'emploi, c'est une solution qui va prendre du temps. Et l'idée de la conférence sociale, c'est la formation. Alors la formation, mais pour les chômeurs. Donc on va créer 30 000 personnes en formation qui s'adressent à des chômeurs. Alors j'ai envie de dire, quid des actifs? Qu'est-ce qu'il en est de la formation pour les actifs? Qu'est-ce qui va devenir? La véritable question, c'est où doit se porter le dialogue social et l'enjeu du dialogue social? À mon sens, ça n'est pas forcément au Conseil économique, ça peut être ailleurs, et ailleurs, c'est notamment dans les branches et dans l'entreprise. Jean-François Amadieu. Oui, alors déjà, je rejoins tout à fait ce qui a été dit dès le début. Il n'y a pas grand-chose, franchement, à se mettre sous la dent cette fois-ci. Un coup pour rien, quoi. Oui, un coup pour rien, sauf évidemment un peu le chantier des retraites et encore. Mais par contre, bizarrement, je ne sais pas si nos interlocuteurs seront aussi d'accord ici, mais c'est du côté de la démocratie sociale, ce qu'on appelle la démocratie sociale, concrètement un peu la cuisine, ou l'arrière-cour, on va dire, qu'il y a sur la table des propositions qui pourraient déboucher, pas forcément par la voie d'une négociation à proprement parler. On va prendre des exemples. C'est de vieux serpents de mer qui sont sur la table. Vous avez la question de la représentativité patronale, qui avancera peut-être. Vous avez la question du financement des syndicats. On n'avait jamais osé commencer à mettre le nez là-dedans. Il y a peut-être la question des fonds du paritarisme via la formation, etc., qui sont aussi sur la table, mais un peu moins clairement. Et puis, alors ça fait déjà ça, plus évidemment l'engagement, mais ça c'est déjà fait, d'inscrire la négociation dans la Constitution. Mais si vous voulez, donc il y a quelques chantiers un peu, je dirais,
qu'on attend, qui sont importants et qui sont peut-être pas si anecdotiques en réalité. Alors on verra ce qui en résulte, hein, parce que tout n'est pas vraiment dans la négociation, c'est les projets qui sont en train d'avancer. Mais ça peut être assez, finalement, plus important que les chantiers sur l'emploi, sur la formation, etc., où finalement il n'y a pas grand-chose quand on regarde. Concrètement, ça ne changera pas les choses en matière d'accès à l'emploi pour les gens, enfin, et en tous les cas pas tout de suite. Alors, ce qui est confus maintenant pour les observateurs, c'est qu'est-ce qui va se passer sur les retraites, parce qu'on brasse finalement beaucoup de choses, on avance, on recule, notamment sur le rapprochement des deux régimes de fonctionnaires et du privé, et puis quoi? Si vous voulez, sur ce chantier, je crois que l'analyse était très bien faite il y a un instant. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer beaucoup d'audace dans la période, à un an des élections municipales, compte tenu du contexte politique. C'est vrai que c'est un contexte beaucoup plus difficile qu'il y a un an, en 2012. Donc, imaginer qu'on puisse beaucoup déplacer les curseurs. On prend l'exemple typique de ce qui se passera dans le monde de la fonction publique, dans le monde enseignant, qui risquerait d'être très impacté par toute réforme maladroite. Donc, on voit mal je dirais, une révolution, ou alors ce sera une réforme à minima. Mais enfin, manifestement, le contexte politique a changé en un an, c'est tout à fait évident. Et donc, je pense que dans le domaine social, si vous voulez, ce serait extrêmement contre-productif que des signaux suicidaires pour le... D'autant plus que quand vous regardez, c'était ce qui était reproché déjà à l'ANI, l'accord national interprofessionnel l'année dernière paraissait, je dirais, être d'essence très patronale, et donc ça avait déplu. Et du coup, dans la période, on a du mal à imaginer que sur les retraites, on soit très allant quand même. Stéphanie Lecoq, le rapport Moreau donc va rejoindre cette longue pile de rapports qui disent à peu près tous la même chose depuis 30 ans, mais qu'on prend bien garde de mettre en application. Oui, c'est un peu ça l'idée du rapport Moreau, c'est on a le sentiment qu'il va mettre le gouvernement se retire un peu, laisse faire un petit peu aussi les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux n'arrivent pas de toute façon à se mettre d'accord tant sur l'allongement de la durée légale que ceux qui s'opposent à l'augmentation des cotisations. Donc on ne s'en sort pas au niveau des différentes organisations. Forcément, le patronat va réclamer l'effort de l'âge légal. Donc on va penser à 63 ans d'ici à 2020 et à 65 pour 240. Et 65 ans d'ici 2040. La CGPME, elle réclame, elle, l'égalité entre le public et le privé. Et puis, CGT et FO, ils refusent clairement. Oui, ligne rouge à ne pas franchir. Voilà, ils voient rouge sur l'allongement de la durée des cotisations. Donc, en gros, on a vraiment un blocage complet, tant de la part finalement du gouvernement que des partenaires sociaux. Bernard Giroux, c'est un scénario que vous connaissez par cœur? Oui, je ne sais pas cette prétention. Ce qui est sûr, c'est que moi, je me souviens que le président de la République avait dit qu'il fallait redresser dans la justice et quand même mettre sous le tapis le problème du rapprochement. Il ne s'agit même pas de fusionner les systèmes. Enfin, même si on peut rentrer dans la logique de retraite par points, mais refuser quand même d'aller assez plus nettement rapprochement du système public-privé, réexaminer les régimes spéciaux. Alors, ils ont trouvé la martingale, il paraît que le taux de remplacement est un peu identique. Il n'empêche que quelqu'un qui est à la RATP part à 54 ans en moyenne, quelqu'un qui est dans la fonction publique à 58 ans, quelqu'un qui est dans le privé à 61 ans. La grande inégalité, c'est là. Alors, redressement dans la justice, ça devrait peut-être passer par ce genre de rapprochement, mais visiblement, on n'y est pas. Cette situation de... Oui, c'est juste ce que j'expliquais tout à l'heure, et c'est politiquement pour la gauche extrêmement délicat. N'oublions pas que le monde de la fonction publique est extrêmement hétérogène, on le sait, et en particulier quant aux âges de départ à la retraite. Il n'y a rien de commun entre des carrières de militaires et des carrières d'administratifs et des carrières d'enseignants. Et sur le calcul aussi des retraites entre les hauts fonctionnaires et leurs primes et les enseignants qui n'en ont pas. C'est pour ça que tout raisonnement général risque de vous faire une masse d'ennemis assez considérable. Donc il y a plutôt des coups à prendre que dans cette affaire que des avantages. Bernard Giroux, un mot sur la succession de Laurence Parisot. Pierre Gattaz va finalement prendre les rênes du MEDEF à un moment, j'allais dire, de vrai blocage ou de marasme. Il a un beau job, un beau challenge
Le job ne va pas être très facile, c'est incontestablement. Vous pensez qu'il va avoir tendance à mettre les pieds dans le plat pour... c'est son tempérament. C'est son tempérament, puis je pense qu'il y a un atavisme familial qui devrait prévaloir, et je pense qu'il aura la même pugnacité que son papa, puis c'est une situation politique un peu similaire, avec une politique que les chefs d'entreprise contestent, pas parce qu'ils contestent la légitimité du pouvoir démocratique, mais simplement parce qu'ils ont le sentiment à défaut de ne pas aller dans la bonne direction, on n'est pas à la hauteur des enjeux, des problèmes à résoudre. Un mot encore, Stéphanie Lecoq, est-ce que la division syndicale, puisqu'on a vu que CGT et FO d'un côté étaient résolument contre tout projet de réforme d'amendement, c'est la ligne rouge à pas dépasser, à nouveau la CFDT plus conciliante ? Oui, la CFDT est plus conciliante sur certains thèmes. Le jour où elle doit s'opposer, elle s'opposera de toute façon. Elle est pas, on ne peut pas la considérer comme pro-gouvernement non plus. Faut pas, je pense faut y mettre des limites. Ça dépendra des thèmes. Ce qu'il faut, c'est que, on l'a bien compris, que le MEDEF veut vraiment, et c'est le mot des entreprises, aller au combat. Alors combat, ça veut dire maintenant il y en a assez des inégalités et il faut vraiment trouver une flexibilité au niveau des entreprises. Est-ce que on peut penser que le dialogue social risque d'en prendre un coup ? Est-ce que ce sera vrai ou est-ce que ce sera faux ? Est-ce que il va couper net l'herbe sous le pied l'évolution du dialogue social actuel ? Pierre Gattaz, c'est un des suspens des semaines qui s'annoncent. Oui. Eh bien, vous reviendrez nous en parler. Merci à tous les trois pour cet éclairage. Puis on va finir ce tour d'actualité avec le bras de fer entre Barroso et Montebourg.